J'ai fini 2 sagas ce mois-ci. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau bilan lecture du mois d'août déjà. Et là je suis pile à l'heure. Pourquoi je vous dis ça? Parce que celui de juillet, je l'ai tourné X temps après, vraiment trop longtemps après. Mais là on est le 1er septembre et c'est bon, je tourne le bilan déjà. Donc écoutez, c'est parfait. Et je vous propose qu'on commence immédiatement avec des petites statistiques. Premièrement, tout ce qui a trait au challenge, vous avez déjà l'habitude. J'ai lu et sorti qu'une seule relique ce mois-ci, mais c'était déjà pas mal. Écoutez, c'était au moins une par mois et j'ai déjà fini mon challenge personnel de sortir 12 reliques cette année, donc plutôt contente. Par contre, là où ça se corse et où vraiment il va falloir que je mette un petit coup de pied aux fesses, c'est pour les 2 autres. Je n'ai lu aucune nouvelle autrice de SFFF ce mois-ci. J'ai lu des autrices de SFFF, mais pas des nouvelles. Et j'ai lu, mais ça c'est sans surprise, 0 essai ce mois-ci. Voilà, que vous dire de plus sur ça? On n'est pas au top concernant les 2 derniers challenges. J'ai pas refait de points parce que je suis un petit peu dans le déni par rapport à la vidéo où je faisais le point face caméra avec vous, mais je le sens pas sur les essais. En tout cas, je sens le fail arriver. Il va falloir redresser la barre. Bref, en termes de statistiques, parlons de choses plus joyeuses, et d'ailleurs je me rends compte que je vous ai pas dit le nombre de livres que j'avais lus ce mois-ci. J'ai lu 13 livres. Voilà, je suis extrêmement contente parce que vraiment ça fait partie de mes moyennes hautes, de ma fourchette haute, pardon. 13 livres, ça fait plus de 2 livres par semaine. Et quand je vois les énormes livres que j'ai sortis, je me dis que quand même, j'ai énormément lu. Et en termes de statistiques, j'ai rien choisi en août. J'ai fini ma pile spéciale pour l'Italie. Et après ça, je me suis laissée porter au gré de mes envies, de mes rencontres un peu littéraires. Et en termes de stats, ça a matché. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai lu 12 autrices ce mois-ci et un seul homme. Et en fait, c'est une lecture vraiment pas ouf, la lecture écrite par un homme. Donc ça m'a fait un petit peu rire au moment des statistiques. En termes de genre littéraire, on est plutôt sur un 50-50, ou en tout cas pas très loin, vu qu'il y a 7 livres de SFFF et 6 livres de littérature blanche, et j'ai eu l'impression un petit peu de les alterner. Voilà, vraiment très chouette. En termes de saga, là aussi je suis très contente, mais que m'est-il arrivé ce mois-ci pour que tout soit à ce point-là aligné niveau statistique? Je ne sais pas. J'ai pas commencé de nouvelles sagas. Par contre, j'en ai continué 3, ce qui est énorme, parce qu'en plus il y en a une où je suis vraiment à la fin, il me reste genre un tome et c'est terminé. J'ai terminé 2 sagas et j'ai abandonné 2 sagas. En vrai, 2 plus 1. Les sagas abandonnées, c'est les sagas que je continuerai pas au-delà du tome 1. Ici, il n'y a que des tomes 1. Je précise que j'ai lu 13 livres, mais il y en a un que je vais pas vous présenter parce que c'est une lecture qu'une amie m'a commenté et je vais garder celui-ci de tome pour nous. Mais du coup, je vais pas vous continuer la saga jeunesse ado qui va avec le livre. Mais bon, soit. Donc, pas mal vu que mon nombre de sagas, du coup, a diminué par rapport à juillet, vu qu'en août, j'en ai terminé 2 sans en commencer aucune. J'ai lu, par contre, là, ça blesse un petit peu. C'est pas une statistique importante pour le moment pour moi. J'essaye de mettre en place ce réflexe-là pour un petit peu avoir des statistiques et surtout pour anticiper 2026, où j'aimerais bien que ça soit une statistique à part entière. C'est le nombre d'auteurs francophones que j'ai lu ce mois-ci, et j'en ai lu 4 d'auteurs ou d'autrices, c'est 4 sur 13, donc ça fait à peu près un tiers, un petit peu moins, et c'est pas très joyeux. Bref, maintenant que tout ça est posé, passons d'abord au livre de SFFF, puis au livre de littérature blanche, que je vais essayer de classer à chaque fois de ma moins bonne à ma meilleure lecture. Comme d'habitude en SFFF, ma moins bonne lecture, c'est La Cité des Anciens. Ici j'ai écouté le tome 4, je l'ai plutôt bien avancé, et en fait il se passe quand même plus de choses que dans les 3 premiers. On voit bien en fait que les 3 premiers c'était le premier tome en VO, et que là on attaque un nouveau tome, il se passe plus de choses, il y a vraiment plus d'événements. Par contre c'est assez répétitif, on nous redit sans cesse la même chose alors qu'on a compris, et ici il s'est passé un événement, je dirais pas trop quoi, qui a un peu éparpillé sur la carte nos différents protagonistes, bon qui finissent quand même très vite par se rejoindre, mais j'aime beaucoup ce trope où les protagonistes sont séparés et essayent de se rejoindre, parce qu'en plus ils détiennent chacun des petits bouts de réponse à l'intrigue un peu plus principale. Donc ça j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire là-dessus. Sinon, autre lecture de SFFF que j'ai bien appréciée, que j'ai écoutée en audio
également, c'est le Lys de feu. Le tome 1, c'est La prophétesse ou quelque chose comme ça, de Jacqueline Benson. Je pense qu'au moment où cette vidéo sortira, il sera plus gratuit dans l'abonnement Audible, mais en tout cas au moment où je l'ai écouté, il l'était. Et suite aux bons avis et aux bons retours notamment de Pénélope, je m'étais dit que j'allais tester. Et en fait, c'était une lecture vraiment sympathique, mais sans plus. En fait, on est dans un univers très foisonnant. Un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, à Londres. Et il y a un petit peu tout. Il y a potentiellement des vampires, il y a des gens qui ont des sortes de pouvoirs pour voir l'avenir, ou qui entendent les esprits, qui peuvent communiquer avec les morts. En même temps, il y a des motos. En même temps, enfin voilà, je savais pas trop où on était, si on était vraiment dans un univers avec des créatures magiques, ou plutôt si on était dans un univers d'Uchronie. Et donc j'étais au milieu des deux, et le coup d'entrée dans l'univers était quand même important. Je me suis dit, c'est très foisonnant, ça part dans tous les sens. Ça m'a quand même très vite sorti du récit, parce qu'en fait, je me suis dit, elle a tout mis. Elle a vraiment tout mis, on dirait une salade composée des tropes et des créatures qui puissent exister. Donc ça m'a un petit peu sorti, j'avais l'impression de lire un peu un truc initialement, enfin d'écouter un truc un peu parodique. Et dans tout ça, l'histoire, c'est une enquête policière. Il y a plein de choses que j'ai aimé le côté policier dans cet univers de fantasy. Une vraie enquête policière, vraiment avec des tenants, des aboutissants que j'ai vraiment bien aimé. Et je me suis très vite laissée porter au jeu. Et en fait, cette enquête policière, elle est basée sur des théories racistes et eugénistes que notre protagoniste, qui s'appelle Lily, essaie de, par son enquête, de montrer à quel point elles sont nuisibles. Et je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. Et c'est ça qui, pour moi, a fait que j'ai passé un bon moment de lecture. C'était sympathique parce que les thèmes mis en avant étaient extrêmement intéressants politiquement. Voilà, j'aime bien quand on démonte tout ça. Ça fait partie de ces sagas que j'ai abandonnées, dont je lirai pas la suite. Le premier tome se conclut, on a les réponses à nos questions à la fin du premier tome, et ça m'a largement suffi. C'était une bonne lecture, mais sans plus, j'ai pas forcément envie d'y retourner, même si les thèmes abordés étaient quand même intéressants et essentiels politiquement. Troisième lecture, et ça je vous en avais parlé dans mon vlog numéro 2 en Italie. Oui, j'aurais pu commencer par là, j'ai très peu vlogué en août. Par contre, il y a un vlog où je vous parle de quelques-unes de mes lectures, si vous voulez aller voir mes avis plus détaillés. Donc, troisième lecture de SFFF sur les 6 que je vais vous présenter, c'est Quand nos os retourneront à la terre de V.I. Schwab, que j'ai lu fin de l'Italie, vraiment, que j'ai dévoré, j'ai enchaîné les pages. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé la première partie du livre, un petit peu moins la deuxième partie. On est dans un univers où il y a des vampires et des relations lesbiennes. Franchement, à partir de là, moi j'étais preneuse. Une sorte de Vampire Diaries queer en fait. Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement ce livre en ressorte comme ça en demi-teinte dans mon impression? C'est qu'en fait la première partie du texte, on va suivre notamment Maria, qui est une femme au 14e ou 15e siècle en Espagne, qui va finir par être transformée en vampire, et elle a un comportement toxique qui m'a régalée à lire. Vraiment, c'est hyper bien dénoncé, donc en plus on sait que c'est problématique. Et elle était vengeresse, manipulatrice, vicieuse, j'ai trop aimé. Et on suit dans le présent Alice. Je crois que c'est ça. Alice, qui est une jeune femme qui, à l'issue d'une soirée, finit par être transformée en vampire. On ne sait pas trop par qui, comment, pourquoi. Et les deux histoires vont se rejoindre. Et on a, dans la deuxième moitié du texte, un troisième personnage qui arrive, qui s'appelle Charlotte. Et en fait, on a basculé à ce moment-là du récit, je trouve, dans un épisode de Bridgerton, avec, vous voyez, ces moments de bal, de présentation à la cour des jeunes filles, au début des saisons de mariage, etc. En fait, ça m'insupporte, ça m'ennuie profondément. Et donc, j'ai un petit peu perdu progressivement l'attrait pour ce récit et cette histoire. Surtout que la fin, je l'ai trouvée un petit peu trop vite résolue. Donc en fait, vraiment, il y avait du potentiel. Le personnage de Maria m'a énormément plu. Mais voilà, demi-teinte. Et on arrive dans 3 très bonnes lectures de SFFF. La première, et ça finit une saga, c'est L'Empire des femmes de Cassandre Lambert, qui est ici le tome 2, qui s'appelle Ténéros. J'avais vraiment adoré le tome 1. Même si c'est du jeunesse, ça m'avait embarqué. Pour rappel, dans le tome 1, on est dans une matriarchie matrilinéaire où en fait les hommes sont considérés comme des moins que rien. Et encore, je pense que c'est pas assez fort comme thème. Et chaque année, il y a un tournoi de la procréation qui est organisé
notamment par la mère de notre protagoniste, dont j'ai oublié le nom de la mère. Notre protagoniste, c'est Adona, et ça vise à aller récupérer plus ou moins consciemment et volontairement des hommes qui sont parqués sur une île dans des conditions de vie misérables pour les faire s'entretuer dans une arène pour divertir le peuple des femmes. Et les champions, ceux qui en ressortiront vivants et victorieux, seront vendus aux femmes en âge de procréer ou qui veulent procréer. Dans le premier tome, Adona, sa meilleure amie, vont rencontrer Hélios et son meilleur ami à lui. Et Hélios et son meilleur ami, qui s'appelle Nikolaos, ont un projet, sont en fait les pions d'un projet plus large que eux, à savoir mettre fin à cette matriarchie et à cette tyrannie et accorder une place plus juste aux hommes, entendu par là une place égalitaire en fait avec les femmes. Pour ce faire, ils vont kidnapper Adona. Ça, c'est la fin du tome 1. Dans le tome 2, on est directement après ce kidnapping et Adona va être envoyée sur la fameuse île dont je vous parlais et elle va découvrir le mode de vie des hommes et leur projet politique qui s'appelle le masculinisme. Projet politique qui n'a rien à voir avec le mot et ce qu'il veut dire dans notre société à nous. Ici, ce projet se veut le pendant plus ou moins fidèle d'un féminisme pacifique et du coup d'un féminisme quand même assez bourgeois, compatible avec les instances au pouvoir. Je sais pas comment formuler ça, mais on n'est pas dans un féminisme radical en tout cas. Donc du coup ici dans un masculinisme radical, et il y a énormément de discussions sur les méthodes à suivre pour imposer cette égalité, enfin arriver à cette égalité, et une opposition très forte qui est faite entre la non-violence et la violence, et vraiment la violence est décriée. C'est pour ça que je dis que c'est pas un mouvement politique radical au sens où on pourrait l'entendre et au sens où peut-être on en aurait besoin dans notre société. Bref, parenthèse fermée. Et donc que ça soit Adona sur l'île ou sa meilleure amie dans la capitale du royaume, là, à Sapantia, elles vont évoluer au contact de plusieurs événements et de plusieurs hommes et femmes, et elles vont prendre part de manière différente à cette révolte et à cette révolution. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme dans le tome 1, le jeu de miroir qui est fait avec notre société, ce qu'elle en dit, enfin ce que le livre dit de notre société en creux. Ça, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aimé les questions politiques qu'elle pose, qu'on soit d'accord ou pas avec cette nécessité, par exemple, de la violence. J'ai aimé comment les personnages féminins et masculins évoluaient dans différents sens. J'ai aimé, il y a plusieurs rebondissements que j'ai pas vu venir, plusieurs faits cachés qui sont en fait imaginés dès le début du tome 1 et ça se sent que moi j'ai pas vu venir, donc vraiment j'ai été surprise, j'ai eu du mal à le lâcher le livre. Et donc vraiment une très bonne duologie qui s'adresse à un public plutôt jeune, on nous dit à partir de 15 ans derrière. Ouais, en tout cas un public, je dirais même de 4e, 3e, de collégiens et collégiennes, qui permet, je trouve, de comprendre en quoi le féminisme est essentiel et au moins une forme de projet politique féministe, même si c'est pas celui auquel moi j'adhère le plus. Mais c'était une très très chouette lecture. Et puis toujours une saga de terminer, ça on prend. Pareil, une deuxième saga terminée que j'ai lue dans la foulée, contrairement à l'Empire des femmes où au début j'étais attends de qui on parle. Là j'ai lu le tome 1 en juillet et j'ai lu le tome 2 en août, donc c'est parfait. Peut-être que vous l'avez deviné. C'est bien la saga La Semeuse de Vent, la duologie, donc écrit par Mélodie Joseph. Ici le tome 2 s'appelle La Chèvre Noire. J'aime trop le titre de ce livre. Ça fait référence au bateau pirate de Montgolfière là. Les bateaux qui volent, que vous voyez ici. Bref, on est vraiment là encore dans la droite lignée des événements du tome 1. Pour rappel, on a une protagoniste qui s'appelle Olive qui émerge, on ne sait pas trop comment, dans les limbes qui sont une zone où il y a des gaz toxiques, des nuages toxiques, très peu habités, très hostiles à l'homme. Et elle va être recueillie par Neige qui finit par l'abandonner dans un pensionnat. Et de fil en aiguille, Olive se rappelle ses souvenirs, à savoir qu'elle est la dernière du peuple méridional qui a disparu il y a fort longtemps et qu'elle a été mise en gros en sommeil, une forme d'hibernation par leur dieu. Et donc elle se donne pour mission de retrouver une boussole pour faire revivre en gros son dieu et son peuple. Et donc c'est pour ça qu'elle embarque dans la Chèvre Noire, enfin sur ce navire-là, et on arrive au tome numéro 2, où ma foi elle vit 1001 aventures, où l'équipe de pirates finit par aussi aller chercher avec elle cette fameuse boussole et le trésor qui va avec. On a énormément de péripéties là-dedans. J'ai adoré l'évolution des rapports, j'ai adoré comment Olive n'est pas un personnage
parfait. Elle fait plein d'erreurs et j'aime bien ça, elle apprend de ses erreurs. Je trouve que dans beaucoup de livres, les héros en général font des erreurs et en fait grâce au sort et donc grâce à l'auteur, l'autrice, ils finissent par s'en sortir, par retomber sur leurs pattes et là pas du tout. Elle fait des erreurs, elle apprend et il y a des conséquences majeures, négatives qui résultent de ces erreurs et ben en fait l'équipage doit faire avec et doit aller de l'avant et même si ça les met dans des situations ma foi bien compliquées. Et ça j'ai aimé parce que j'ai pas l'impression de le voir beaucoup dans les livres et donc ça valorise le fait que l'apprentissage passe par l'erreur et ça j'aime vraiment beaucoup. J'ai adoré la fin, je vais pas vous spoiler mais j'ai adoré ça et les questions qu'elle pose, les questions éthiques, les questions de hiérarchie sur finalement la vengeance à tout prix, qu'est-ce qu'il en ressort parce que c'est un peu l'état d'esprit dans lequel Olive traverse quasiment toute sa duologie et quand on lit la fin du livre, ça vient remettre en question tout ça. Et j'ai trouvé ça très très beau. Voilà, j'ai aimé. Je pense que le seul défaut, c'est que je m'attendais à, comme pour le tome 1, hein, du coup moins pour le tome 2, mais à plus de fantaisie inspirée de la mythologie, des mythologies africaines et que je suis un peu restée sur ma faim sur ça. Mais vraiment un banger cette duologie, allez la découvrir. Et moi j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir davantage de ce que cette autrice peut nous produire. Je vais être très brève sur la 6e lecture de SFFF que je vais vous présenter. La 7e, je vais la garder pour moi. Mais c'est Harry Potter, le tome 6, Le Prince de Sang Mêlé, donc saga que j'ai continué, que j'ai presque avancé. J'ai adoré, j'ai versé ma petite larme. Vraiment, j'étais en haleine tout le tome. Voilà, si vous voulez mon avis plus détaillé, j'en parle dans le vlog sur l'Italie. Un petit peu plus en long et en large. Bref, nous arrivons donc au livre de littérature blanche et il y en a là encore 6. Sans aucune surprise, sans aucun suspense, je vous l'ai dit dans l'intro. Ma moins bonne lecture, je pense, de ce mois-ci, c'était un livre écrit par un homme et c'est Meurtre à Capri de Luca Ventura. La transition est parfaite, je l'ai lu en Italie. Je l'ai pas lu à Capri, mais à Ischia, je sais plus comment ça se prononce, une île vraiment pas très loin. Et c'est un roman policier. Alors déjà, il faut savoir, si vous n'avez pas vu le vlog, allez le voir. Mais si vous l'avez pas vu, j'avais une idée en tête qui s'est avérée être pas du tout le pitch de ce livre. Pas du tout. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce que j'ai fumé avant de faire la vidéo sur ma palle. Mais bref, c'était pas du tout ça. Ici, on a donc 2 policiers, un Enrico qui est un surhomme, hein, parce qu'il est aussi agriculteur, il est aussi limite maire de la ville, quoi. Et sa collègue qui est Antonia, qui est à peine esquissée, je trouve, et quand elle est esquissée, c'est qu'une femme en colère. Et on sait pas trop les raisons de cette colère, qui vont enquêter sur la mort d'un jeune homme sur l'île de Capri, un jeune homme qui finissent par comprendre que c'est un jeune homme riche qui habitait quelques mois par an sur l'île, en gros. Donc ça, c'est le point de vue et leur enquête. Et le deuxième point de vue, et c'est là où ça marche pas en termes de manière de raconter l'histoire, en fait, c'est que le deuxième point de vue, on a le point de vue d'une femme qui est la conjointe du mort. Et elle est soupçonnée de meurtre, mais du coup, elle est aussi portée disparue. Mais nous, on sait où elle est, on a un peu la version de son histoire. Donc en fait, ça marche pas, ça peut pas être à un moment donné une suspecte crédible. Et sauf que c'est pendant un long moment la seule suspecte du duo de policiers. Et donc ça marche pas en termes d'information qui est donnée à la personne qui lit le livre. Ça, c'était pour moi le plus gros problème. Le deuxième problème, mais qui découle de celui-ci, c'est qu'en gros, comme il faut présenter d'autres suspects, les autres suspects, ils sont pas crédibles. Ils n'ont pas de mobile, ils n'ont pas de raison d'aller tuer notre victime, donc ça marche pas. Et en plus, pour passer d'un suspect à un autre, il y a vraiment des grosses machinations, des grosses ficelles qui sont hyper visibles, qui du coup, ça marche pas, quoi. Cependant, les choses que j'ai aimées, c'est les thèmes abordés. L'écologie, je trouve qu'on en parle d'une manière assez intéressante. On parle du réchauffement climatique via un biais scientifique que j'aime vraiment beaucoup. Et aussi, en ce qui concerne les VSS, l'auteur est plutôt safe sur la question et ça m'a surprise. Donc voilà, je vais pas continuer la saga, autant vous le dire. Il y a un tome 2 et il y a toujours pas un meurtre entre 2 familles rivales sur une île. J'abandonne. Et j'ai lu ça, qui est pas encore une relique parce que ce livre est arrivé dans ma palle en décembre dernier. Ça fait quand même un petit moment qu'il est là. C'est le livre d'Ève de Meg Cloutier, j'arrive pas à lire, il est assez magnifique je trouve, publié aux éditions Hauteville. Je l'avais eu dans mon calendrier de l'Avent Cube et je savais pas trop quoi en penser. Mais finalement j'ai bien aimé, c'était un petit peu long et c'est ça qui m'a plutôt perturbée. En fait ici, au début il y avait rien pour me plaire et il y a quelques mots-clés, vous allez voir, qui matchent parfaitement avec ce que j'aime lire et quelques mots-clés qui matchent absolument pas.
Donc en fait le livre était au croisement des deux, c'était ça passe ou ça casse. Et heureusement c'est quand même passé. Donc on est au Moyen-Âge et Béatrice c'est une femme lettrée qui a été placée, qui s'est retirée, on sait pas trop. C'est assez ambigu cette question de consciemment, de volontairement ou pas, dans un couvent au fin fond de l'Italie. Et en fait un jour il y a deux femmes qui sont pourchassées par des hommes et elles viennent se réfugier dans ce couvent et elles finissent par y mourir et elles remettent à Béatrice un livre particulier que Béatrice n'arrive pas à lire parce qu'il n'est pas écrit dans une des langues que Béatrice maîtrise. Très vite, et c'est le titre du livre, assez vite on va comprendre que c'est un objet un petit peu mystique, mystérieux et en tout cas considéré comme impie. Dans le sens où les hommes d'église recherchent ces deux femmes, recherchent notamment cet objet et il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'intrigues autour de cet objet-là. Intrigues qui, en fait, et c'est très bien montré dans le livre, intrigues qui sont pas du tout liées à la religion et en fait la religion ici catholique est un prétexte pour mener une guerre contre les femmes, notamment ces femmes de ce couvent qui sont ultra respectées par la communauté, qui ont aidé la communauté à plein de moments, notamment pour avorter et ces questions-là. Et en fait, les hommes d'église de la communauté voisine voient cette communauté de femmes d'un mauvais œil et se servent de cette question du livre et de cette question d'avoir abrité ces deux femmes et de les avoir soignées avant leur mort pour mener une vendetta contre elles et diminuer leur pouvoir, diminuer leur liberté, leur autonomie en fait. Et c'est ultra bien montré comment en fait tout ça n'est que une forme de patriarcat déguisé et une forme, pour le coup, là, d'hommes qui veulent s'approprier et contrôler ces femmes. Donc ça, j'ai vraiment aimé. Après, tout le côté religieux, vous savez, ça ne matche pas avec moi, j'ai vraiment du mal avec ces sujets-là. Mais j'ai vraiment bien aimé la dimension féministe qui en est ressortie et ce côté, finalement, voici l'objet qui est un prétexte pour vous montrer autre chose, le patriarcat, ses dangers à l'époque du Moyen-Âge. Ça, j'ai vraiment très bien aimé. Et deuxième point que j'ai bien aimé, je vous ai pas dit ce que c'était ce livre, c'est le livre d'Ève, c'est esquissé comme faisant écho à cette fameuse religion qui fait rêver parce qu'elle n'a jamais existé, d'une religion de la mère, une religion où on vénérerait une femme. Et je trouvais ça intéressant comment ce mythe, cette légende un petit peu, ce fantasme était ramené dedans. Écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, je m'y attendais pas, donc j'avais pas forcément d'attente. Et ça l'a fait. Troisième lecture en littérature blanche que j'ai écoutée, c'est un livre que je veux depuis longtemps, qui est dans ma wishlist depuis très longtemps, et là j'ai enfin passé le pas et je l'ai écouté. C'est L'inconnu du portrait de Camille de Peretti. L'inconnu du portrait, c'est un portrait très connu, vous le voyez sur la couverture, de Gustav Klimt, et en fait on ne connaît pas beaucoup de choses sur ce portrait, on ne sait pas qui est représenté, et surtout c'est le seul repeint de l'artiste. L'artiste a modifié le portrait pour donner une image un peu plus acceptable et en plus pas tant que ça, mais du modèle. Et il y a beaucoup de mystères parce que ce tableau a été volé dans un musée puis il a été retrouvé 20 ans plus tard. Et donc autour de ces zones d'ombre dont on ne... Voilà, par définition on ne sait pas ce qu'elles sont, n'est-ce pas, voyez, Camille de Peretti va broder, va raconter une histoire que j'ai trouvée intéressante. Elle va donc raconter l'histoire de ce modèle, elle va lui inventer une vie, une famille, etc. Et en fait, cependant, et ce que je ne savais pas forcément, c'est que l'histoire est éclatée. On suit initialement, au moins dans la première partie, différents personnages dont on saisit quand même difficilement les liens de parenté entre eux et elle, et du coup difficilement le lien avec le portrait. Camille de Peretti a réussi à écrire comme une histoire policière, sans que ça soit une histoire policière, mais en nous donnant la forme, la trame d'une histoire policière. Et ça, j'ai trouvé ça assez fort. Je reformule, elle enquête. Et le but est d'enquêter évidemment sur qui est cette femme, quelle est son histoire. Et en écoutant le livre ou en lisant le livre, nous aussi on enquête, on se demande mais quels sont les liens entre les personnages, qui ils sont, pourquoi ils interfèrent entre eux ou elles. Et du coup c'est comme si on menait une enquête finalement pour arriver à notre propre découverte, à savoir qui est la femme sur ce tableau. Et donc j'ai bien aimé. Même si au début je vous avoue que ça m'a un peu perdue et j'avais du mal à y retourner parce que je voyais pas le lien avec ce que je lisais. Mais une fois ma lecture terminée, je me dis que c'est vraiment très cool. Donc je suis partagée parce que je trouve que la manière d'écrire l'histoire est vraiment très intéressante au regard de ce qu'on lit et de l'histoire de l'objet qu'on lit. J'espère que vous m'avez suivi. Mais au moment de ma lecture,
ça me perdait un petit peu. C'est pour ça qu'il est à ce moment-là du classement. Quatrième lecture de littérature blanche que j'ai faite et que j'ai vraiment bien aimé, c'est Confusion, le tome 3 de la saga des Casale, écrit par Elizabeth Jane Howard, que j'ai lu pareil en Italie. J'ai adoré, c'est pareil, c'est une petite brique parce qu'il fait 600 pages quand même. Et les Casale, si vous connaissez pas cette saga, c'est une saga familiale qui commence, je crois, en 1932 en Grande-Bretagne et on suit une famille bourgeoise anglaise. Il y a les grands-parents, les 3 garçons et la fille, et les enfants des 3 garçons, ainsi que les femmes et parfois les belles familles, etc. au fil des années, et donc au moment de la Seconde Guerre mondiale notamment. Ici, on est en mars 42 et on va vraiment beaucoup s'attacher aux histoires des jeunes filles de cette famille, donc de la 3e génération, notamment Polly, Clary et Louise, qui est mon personnage préféré et à qui il arrive des choses horribles, vraiment. Et donc on suit un petit peu cette saga familiale qui nous dépeint les conditions compliquées de ces femmes, alors même qu'elles sont bourgeoises dans cette société patriarcale. Et je trouve ça intéressant de donner le point de vue un petit peu de ces femmes, parce que le point de vue des hommes, on l'a souvent. Les hommes sont détestables dans le livre. Il y en a clairement pas un pour attraper l'autre. J'ai bien aimé ce livre, il faut savoir que cette saga est assez lente quand même, mais j'ai bien aimé ce tome parce que je l'ai picoré, c'est ce que je disais dans le vlog, un peu de lecture par-ci par-là, et du coup j'ai pas ressenti la lenteur, les longueurs par moment, comme je peux le ressentir quand c'est ma lecture principale et que j'ai beaucoup de temps de lecture devant moi. Donc voilà, j'ai vraiment adoré ce tome aussi parce qu'il est centré sur Louise et Polly, que j'aime beaucoup. C'est une saga avancée, il y a 5 tomes en tout. Je vais essayer de pas trop tarder à lire le 4 et le 5 parce que vraiment entre le 2 et le 3 j'ai attendu quasiment 1 an, alors que j'ai bien aimé, genre vraiment j'ai bien aimé. Est-ce que je dis pas ça à chaque fois, que je veux plus trop attendre entre les tomes, etc. Est-ce que c'était pas même une de mes bonnes résolutions de cette année? Les 2 dernières lectures, c'est un petit peu dur de les hiérarchiser. La première que je vais vous présenter, c'est Médusa d'Isabelle Sorante, que j'ai lu dans le cadre de mon challenge pour éviter qu'ils deviennent des reliques, et c'était un des livres achetés en février que je n'avais pas encore lu, et donc il fallait que je lise ça en août. Vous retrouverez toutes les explications dans la vidéo, mais sachez qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai lu tous mes livres de janvier et de février, enfin achetés en janvier et en février. Donc ça, c'est plutôt chouette et le challenge marche vraiment bien pour ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Bref, je m'égare. Ce livre, il a frôlé le coup de cœur. Je sais pas pourquoi il n'a pas eu de coup de cœur. Enfin si, je pense que je sais, je vais vous expliquer juste après. Mais vraiment, ça a frôlé le coup de cœur. J'ai pleuré, j'ai souri, j'ai même discuté de ce livre avec un inconnu dans le bus à Marseille. Donc ça se passe à La Ciotat, c'est vraiment une ville collée quasiment à Marseille. Et on va suivre en fait ce qui se passe après la mort de Marianne, qui est une jeune ado, je crois qu'elle a 18-20 ans quand elle meurt, dans des circonstances un petit peu particulières. Donc on va suivre ce qui se passe pour son frère, qui l'idéalisait beaucoup, pour la meilleure amie de Marianne, mais aussi pour les parents et autres personnages qui gravitent autour. Et je trouve qu'on a un récit familial d'une famille moderne, dans le sens d'une famille actuelle, avec ses failles, ses défauts, ses qualités, ses moments de joie, ses moments de colère, de désespoir. À travers ça, on va avoir la figure du rapport à ses enfants, d'où le thème, le titre de Médusa, mais aussi la question du monstre, et c'est ça qu'elle questionne beaucoup Isabelle Sorante dedans, c'est qui est le monstre, qu'est-ce qui fait de nous des monstres, est-ce qu'on est tous et toutes des monstres, et est-ce que les femmes sont particulièrement plus monstrueuses que les hommes. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper beau, c'était vraiment une lecture, mais elle m'a touchée en plein cœur. Ça va évidemment parler de deuil, de douleur, de se remettre de ses émotions, mais aussi d'espoir, dans une écriture qui est poétique. Je pense que Isabelle Sorante, c'est une des plus belles plumes que j'ai pu lire, et c'est peut-être ça, c'était tellement trop beau que j'ai vibré, mais que j'ai l'impression d'avoir plus vibré intellectuellement que émotionnellement, je vais y arriver, et peut-être qu'il m'a manqué le petit grain en plus, le petit grain de folie en plus pour que ça soit un coup de cœur, mais c'était vraiment incroyable. Le livre, j'arrivais pas à le lâcher, il reste encore un marque-page dedans. Pourquoi est-il là? Je ne sais pas. Mais c'était trop bien et je pense que c'est ma meilleure lecture, quasiment, de ce mois d'août. Et donc, il me reste une dernière lecture à vous présenter que je n'ai pas, que Morgane m'avait prêtée. C'est La pilule suivie de Big Girl et autres nouvelles écrites par Meg Ellison. J'ai adoré. Vraiment, c'est un recueil de nouvelles,
J'ai pas tout aimé dedans. Il y a des nouvelles pour lesquelles je suis restée hermétique et ça me va dans un recueil de nouvelles. Mais par contre, j'ai eu un coup de cœur pour la pilule et j'ai eu un coup de cœur pour Big Girl. Vraiment, ce recueil de nouvelles, il m'a chamboulé, il m'a touchée et j'étais déçue de l'avoir terminé aussi vite. Je l'ai lu en 24 heures et j'étais là, non, 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 il m'en faut encore. Je veux relire ce livre, je veux relire cette autrice. Donc voilà, ça va être chose de faite assez rapidement, je pense, parce que je vide un petit peu ma palle et je m'y mets parce que j'ai vraiment trop aimé ce que cette autrice elle a pu proposer. C'est une autrice en plus concernée, elle en parle dans une des nouvelles qui est connue, c'est une des nouvelles où elle analyse Autant en emporte le vent et elle essaye de faire des échos avec sa vie à elle. Donc c'est une autrice concernée dans le sens où c'est une autrice grosse qui milite contre la grossophobie. Et donc dans La pilule, elle va raconter l'histoire d'une famille américaine dans un monde où l'obésité, en tout cas dans ce pays, a explosé. Et où en fait il y a un petit peu, où sa mère a expérimenté tous les régimes possibles et inimaginables, elle était même payée pour faire ça. Et dans ce monde-là, la science fait écho un petit peu à Sweet Harmony de Claire North que j'ai lu en juillet. Je trouve que dans les thèmes, on s'y retrouve un petit peu. Dans ce monde-là capitaliste, une pilule apparaît et cette pilule fait maigrir instantanément, enfin assez rapidement, sauf qu'il y a 1/10 de la population qui consomme cette pilule qui peut mourir. Donc la mère de notre héroïne va la prendre et va avoir un corps sublime et le père va la prendre au final pour des raisons en plus qui sont questionnées. C'est pas qu'une question de poids, de santé, etc. C'est parce qu'il a peur que sa femme le quitte et quitte sa famille maintenant qu'elle est devenue belle, parce que mince, ça s'est vraiment questionné et qu'elle a réalisé son fantasme. Et donc il la prend et il décède et du coup notre héroïne va naviguer là-dedans avec son refus finalement de prendre la pilule dans un monde où tout est fait pour que les gens prennent la pilule, y compris des législations. Donc par exemple, les compagnies d'assurance ne remboursent plus si vous n'avez pas pris cette pilule alors que vous aurez pu la prendre, etc. Donc elle fait vraiment un choix en marge. Et ce choix va venir questionner du coup la place des personnes obèses dans la société entre fétichisation et marginalisation et mise à l'écart et rejet. Donc j'ai vraiment adoré cette nouvelle. Vraiment, j'ai adoré. J'ai trouvé que ça questionnait vraiment beaucoup de choses et que la lire, c'était comprendre ce que c'était la grossophobie, que la lire c'était se sensibiliser à cette thématique et que c'était genre vraiment trop bien. Big Girl, la deuxième nouvelle que j'ai absolument adorée. Je me demande si je l'ai même pas plus adorée. C'est une histoire un peu what the fuck. C'est une histoire d'une adolescente, je crois qu'elle est assez jeune, qui grandit un jour de manière spectaculaire et elle atteint les 6 ou 8 mètres de haut. Et en fait, elle devient une bête de foire, elle est vraiment parquée parce que déjà, il faut la contenir, ça peut être très dangereux, mais aussi il y a des paparazzi qui viennent la prendre en photo, des journalistes interrogent sa famille, etc. C'est vraiment, elle a une attention médiatique assez importante, jusqu'au jour où sa taille diminue, on ne sait plus trop pourquoi, et elle réintègre en fait une vie qu'on pourrait qualifier de normale, ou en tout cas qui colle à la norme attendue. Et j'ai trouvé que le parallèle avec l'obésité et le poids dans notre société marchait tellement bien. Enfin bref, j'ai adoré ce recueil de nouvelles, j'ai adoré La plume de Meg Ellison. Pourquoi j'ai attendu autant de temps pour le lire, je ne sais pas, mais lisez ce recueil de nouvelles, vraiment c'est trop bien. C'est limite un essai en fait, tellement que ça nous sensibilise à ces questions-là. J'ai adoré. C'est trop bien, je conclue sur cette lecture et je vois que j'ai été hyper enthousiaste au fait de vous en parler. Il y a un projet d'en faire un post sur Instagram, la photo est prise, mais j'ai un peu la flemme de rédiger mon avis. Bref, mais il faut que je le fasse parce que vraiment ce livre mérite toute publicité qu'on pourrait lui faire. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était mon bilan lecture. Je vous ai pas dit, mais ma palle est en PLS parce que certes j'ai lu 13 livres, dont la moitié faisait partie de ma palle, l'autre moitié pas. Mais ça c'est un autre problème. Mais ma palle a augmenté de 16 livres. Vous en avez vu une partie avec le swap. Que vous dire de plus, je suis un petit peu à essayer de lire et vider cette palle. Bref, je vous remercie d'avoir regardé ce bilan d'août jusqu'à la fin si vous êtes encore là. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo, ça me fait très plaisir. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lisez bien. Au revoir.